La légende raconte que les luthiers de Crémone incorporaient à leur vernis une substance mystérieuse qui donnait à leur instrument une sonorité magique. Quelle substance a donc utilisé le créateur d'Equalis pour communiquer à ses instruments ce pouvoir magique? Par un tour de passe-passe inattendu, dès qu'elles fonctionnent, elles disparaissent, elles deviennent fantômes, pour ne donner à ressentir que l'événement musical dans toute sa splendeur et son urgence. Je crois bien n'avoir ressenti cette extase qu'au concert. Ce sentiment paradisiaque d'être soudain contemporain d'un projet qui s'accomplit. Ainsi, l'Equalis contribue à leur façon à rendre encore plus mystérieux le pouvoir de la musique. Eric Van Gutt est un acousticien d'exception, un luthier acousticien. C'est un artisan qui conçoit et assemble lui-même chacune de ses enceintes. Il y met le même soin et la même passion qu'un luthier pour fabriquer son violon avec une quête incessante de perfection. Eric Van Gutt, pourquoi et pour qui avez-vous créé la gamme Quelys? Tout d'abord, il faut dire que c'est par passion pour la musique. Je suis passionné de musique depuis la plus tendre enfance et c'est réellement cette passion qui m'a conduit un jour à créer Quelys. Donc j'ai commencé il y a très longtemps à m'intéresser à la reproduction sonore, puisque bien entendu on ne peut pas constamment être au concert pour écouter de la musique en direct. Et c'est à partir de cette quête incessante, effective de qualité que j'ai abouti sur la gamme Quelys à l'issue de très nombreuses expériences. Vous voulez dire que vous l'avez créé pour vous-même? Oui, c'est effectivement pour moi-même au départ que j'ai créé ces enceintes. Ça a commencé comment? Bien, j'écoutais en fait énormément de musique enregistrée sur des systèmes du commerce, sur des systèmes à partir d'enceintes industrielles, d'enceintes commerciales, et je restais toujours très insatisfait par les résultats. Je ne retrouvais jamais l'émotion ressentie au concert, à l'écoute d'un Steinway ou d'un Stradivarius. Et alors effectivement, ça m'a titillé, ça m'a poussé à créer une enceinte acoustique qui correspondait à cette exigence sonore. Vous l'avez fabriquée vous-même, de vos mains, la première? Absolument. Et pourquoi on en est arrivé à cette gamme Quelys d'aujourd'hui? C'est un concours de circonstances, une suite d'événements qui a fait que ces enceintes ont été mises au point, ont été écoutées par un certain nombre de camarades, d'amis, dans un cercle amical dans un premier temps. Et très rapidement, les gens m'ont demandé de réaliser des enceintes pour eux-mêmes. Ce petit cercle d'amis s'est progressivement élargi à des relations, puis à d'autres personnes encore. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose et que je pouvais envisager d'aller plus loin avec cette gamme d'enceintes acoustiques. Qu'est-ce qui explique la qualité particulière de son des enceintes Quelys? Lorsque vous écoutez des enceintes acoustiques, vous écoutez 10 enceintes, 15 enceintes, 20 enceintes acoustiques, vous apercevez toujours que le son est très différent et que la restitution d'un Stradivarius, par exemple, ou d'un piano, ou d'un concert, d'un orchestre symphonique, par exemple, est toujours différente. Et à partir de là, se pose une question, pourquoi? Et en réfléchissant à la question, je me suis rapidement rendu compte qu'il s'agissait toujours d'un problème qui était centré sur la distorsion. Expliquez ce que vous voulez dire là. Eh bien, des tas de paramètres dans la fabrication d'une enceinte acoustique peuvent modifier le son d'origine et altérer la qualité sonore d'une enceinte. De très nombreux points d'entrée sont possibles à examiner, à étudier, mais tout repose sur la distorsion. Qui font que quand vous écoutez une enceinte acoustique, peut s'installer rapidement une fatigue auditive et tout simplement l'envie de ne plus continuer l'expérience de l'écoute. Alors vous, pour éliminer cette distorsion, si on peut dire ça comme ça, sinon corrigez-moi, oui. Qu'avez-vous fait? Une enceinte acoustique est constituée d'un certain nombre de composants. Essentiellement, il y en a 3, qui sont donc l'ébénisterie, les haut-parleurs et les filtres.
Et tout cela se révèle dans un concept qui doit être le plus clair possible, un concept technique qui soit clair au départ, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, comment je vais le faire et pour qui je vais le faire. Eh bien, allons-y. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement trié les composants. J'ai fait une très très forte recherche sur la qualité des composants, les composants qui convenaient, qui correspondaient au cahier des charges techniques, qui correspondaient lui-même au concept que j'avais établi. Donc, une recherche drastique des meilleurs composants existants sur le marché. Vous pouvez nous donner des exemples Oui, par exemple. Cette différence? Oui, bien sûr. Par exemple, au niveau des haut-parleurs, motoriser les haut-parleurs de façon convenable, c'est-à-dire les doter d'un système d'aimantation qui leur permette d'être extrêmement réactifs à la moindre impulsion demandée par le système. Quelle est la différence avec les moteurs du commerce habituel? Alors, il y en a deux. La première, c'est leur performance. Ce sont justement des motorisations qui permettent d'abaisser très fortement le taux de distorsion des haut-parleurs. La deuxième, plus générale, bien entendu, c'est l'incidence économique, puisque ces haut-parleurs coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que les haut-parleurs conventionnels. Pourquoi? La technologie mise en œuvre nécessite des métaux rares, nécessite des assemblages particuliers, qui font que le prix de revient d'un tel haut-parleur est nettement plus élevé que les prix de haut-parleurs standards. Nettement plus élevé, c'est-à-dire 2 fois, 10 fois? Oh, ça peut être 50 fois? C'est plusieurs dizaines de fois. Un haut-parleur standard, il est composé de quoi? D'une membrane, d'un châssis, d'une membrane et d'un moteur de ferrite, un moteur en ferrite, tout simple. Alors que là, vous avez des alliages de métaux tels que le cobalt, l'aluminium, etc., qui sont des métaux très rares, très coûteux, très précieux. Et alors, ça évite quoi, un moteur aussi puissant? Eh bien, vous avez un champ magnétique qui est autour, pour simplifier les choses, l'attraction de la membrane se fait par un système de bobine mobile qui est baigné dans un champ magnétique, et le moteur de cette nature va vous garantir un bain magnétique beaucoup plus homogène et beaucoup plus puissant. Donc une puissance magnétique plus importante et aussi beaucoup plus homogène que ne peut le faire, par exemple, un haut-parleur conventionnel, à 10 ou 15 euros. Alors, quoi d'autre qui fasse la différence avec vos enceintes? Les ébénisteries, par exemple, sont énormément travaillées. La qualité des bois originaux est excellente. C'est un médium de très haute densité, de qualité très supérieure à ce que l'on trouve habituellement. Les modes d'assemblage, d'usinage, d'assemblage. Mais dites-moi, vous avez une formation d'acousticien? Vous connaissez le bois? Oui, car j'ai eu la chance d'avoir un cursus au travers d'un parcours chez les compagnons du Tour de France et d'une réelle culture de la technique du bois. Je connais relativement bien le monde industriel, l'industrie du bois. Alors, quelles sont les particularités des caisses de coulisse? Cet assemblage, mais encore? Alors, il y a effectivement des qualités d'assemblage, il y a des portées d'assemblage qui sont plus importantes que sur une enceinte conventionnelle. Il y a les cols qui sont utilisés, qui n'ont rien à voir avec des cols également conventionnels. Au-delà également de la précision de l'usinage, de la qualité de l'assemblage, des collages, il y a aussi bien sûr les dimensions elles-mêmes de l'enceinte qui font qu'on travaille sur la mécanique générale de la caisse pour obtenir une caisse extrêmement rigide. Et finalement qui sera très neutre et qui finalement s'entendra moins à l'écoute et donnera moins de distorsion. Vous m'aviez parlé aussi du revêtement? Oui, il y a un très gros travail qui est fait sur l'amortissement intérieur au niveau de l'onde. Un haut-parleur fonctionne sur une enceinte acoustique, il rayonne naturellement en façade, mais aussi à l'intérieur de la caisse. Et il faut réussir à canaliser cette énergie de la façon la plus homogène qui soit pour ne pas perturber le fonctionnement du haut-parleur. Comment fait-on? Alors, on travaille là aussi, il y a une première chose qui est ce qu'on appelle le volume de charge. On va, en fonction du haut-parleur utilisé, de ses caractéristiques, calculer un volume de charge idéal pour que l'évacuation des pressions de l'air à l'intérieur du caisson soit régulière, de façon à ne pas perturber le haut-parleur pendant son fonctionnement. Donc là, il y a une mise au point des travaux, des études qui ont nécessité plus de 2 ans de recherche et qui m'ont permis d'aboutir à un résultat satisfaisant en matière de pression interne à l'intérieur du coffret, qui libère au maximum le haut-parleur de ses contraintes habituelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un travail très important qui est à faire sur l'amortissement interne de l'enceinte. Très fréquemment, on utilise des matériaux très amortissants, mais qui ont tendance à étouffer le son.
j'utilise un matériau particulier qui me permet d'avoir un très haut facteur d'amortissement, mais sans freinage de l'onde à l'intérieur de la caisse. Donc une évacuation plus rapide de l'air à l'intérieur de la caisse et un comportement transitoire du haut-parleur beaucoup nettement amélioré. Et comment vous avez trouvé ce matériau miracle? À partir de très nombreuses recherches et surtout, toujours, avec cette obsession du recul de la distorsion.